Au ministère de l'Intérieur, les équipes de sécurité surveillent en permanence les journaux d'activité des serveurs de messagerie Exchange afin de repérer la moindre anomalie. Elles utilisent des outils spécialisés comme Splunk qui agrègent les logs et déclenchent des alertes automatisées dès qu'un comportement suspect apparaît. Un jour, de premiers signaux inhabituels se manifestent sous la forme de connexions depuis des adresses IP qui ne correspondent à aucune plage autorisée. Les analystes en charge du Security Operations Center ne reconnaissent pas ces emplacements géographiques et s'inquiètent aussitôt d'une possible intrusion. Ils décident donc d'examiner plus en détail les fichiers journaux où figurent des sessions actives paraissant hors normes. Pendant ce temps, une autre équipe d'investigation compare ces connexions exotiques à des événements de tentatives d'authentification rétroactivement répertoriés. Les ingénieurs constatent que plusieurs comptes de messagerie se loguent à des heures inhabituelles, souvent tard dans la nuit, avec un décalage horaire qui suggère une activité étrangère ou masquée par un VPN. Les alertes Splunk, combinées à d'autres outils de monitoring interne, mettent en évidence un pic soudain de tentatives de connexion, certaines ayant abouti sans message d'erreur, signe qu'un ou plusieurs attaquants ont effectivement compromis des identifiants. Les administrateurs décident alors de procéder à des vérifications manuelles, identifiant au passage des indices qui font craindre la présence d'un accès malveillant à grande échelle. Ils s'aperçoivent notamment de traces de mouvements latéraux, c'est-à-dire des accès simultanés à des boîtes mail ne figurant pas dans le champ d'activité initial du compte. Sur le plan technique, l'équipe constate qu'un vecteur d'attaque initial se cache derrière une faiblesse de nature humaine. Des administrateurs internes ont communiqué, dans un échange d'emails antérieurs, des mots de passe sensibles en clair, sans recourir à un système de chiffrement. Cette erreur, qui enfreint normalement toutes les politiques de sécurité que le ministère s'efforce de faire respecter, s'explique par la volonté d'aller vite et de transmettre un compte de test à un collègue. L'attaquant, interceptant ce message ou récupérant ultérieurement cet identifiant et ce mot de passe, pratique alors ce qu'on appelle le credential stuffing, une technique qui consiste à réessayer les mêmes identifiants sur plusieurs plateformes. Avec un simple couple d'emails et de mots de passe utilisés par un compte administrateur, il parvient à se connecter sur une messagerie professionnelle. Comme le compte en question détient des privilèges plus élevés que d'ordinaire, l'intrus obtient rapidement un accès direct à des fonctionnalités avancées, dont la possibilité de consulter un large numéroquet. Éventail de boîtes mail fonctionnelles. Profitant des mécanismes d'authentification uniques, où un identifiant validé sur la messagerie Exchange autorise l'accès à d'autres services internes, l'attaquant pivote lentement vers divers systèmes administratifs adjacents. Le lien est facilité par des configurations par défaut qui ne désactivent pas certaines sessions persistantes, permettant ainsi de maintenir la même connexion sans retaper de mot de passe. Les mécanismes de token d'accès, conçus pour offrir une expérience unifiée aux utilisateurs légitimes, se retournent dans ce cas précis contre l'infrastructure sécuritaire. L'individu mal intentionné se sert de ces tokens pour prolonger son accès, passant d'une application métier à une autre sans être contraint de s'authentifier à nouveau de manière stricte. Cette propagation silencieuse s'accompagne d'une élévation de privilèges progressive. Une fois dans la messagerie, l'attaquant récupère des indices sur l'existence d'un outil interne lié aux ressources humaines ou aux dossiers d'enquête, et il explore des chemins de partage réseau parfois peu sécurisés. Ces partages, créés pour faciliter le travail entre services, n'ont pas toujours été suffisamment cloisonnés, ce qui autorise la consultation non désirée de répertoires. Loin d'exploiter une vulnérabilité de type Zero Day, l'assaillant se contente de tirer parti de paramètres peu rigoureux et d'habitudes d'utilisation qui laissent le champ libre à des dérives. Cette intrusion, découverte par le nœud de surveillance des logs, semble se dérouler sur quelques jours, peut-être 2 semaines au maximum, avant que les équipes ne réagissent massivement. Elles suivent en direct des sessions actives qui, depuis les IP inconnus, accèdent à diverses boîtes mail et génèrent de petites variations dans le volume de données échangées. Quand une alerte Splunk signale qu'une adresse IP située dans un autre fuseau horaire élabore des requêtes sur plusieurs comptes du ministère en moins d'1 minute, le SOC réalise qu'il n'y a plus de doute. Quelqu'un est parvenu à se connecter de manière non autorisée et commence à explorer l'environnement interne. Les analystes préviennent alors les responsables Incident Response, qui enclenchent une stratégie de confinement.
Parallèlement, des efforts d'identification démarrent pour cerner le profil de l'ennemi potentiel. Ils explorent divers forums de hacking et surveillent les canaux de discussion clandestins. En recoupant des indices, ils découvrent qu'un pseudonyme, Indra, se vante régulièrement d'attaques visant des institutions françaises. Sur Breach Forum, une plateforme où des individus publient ou échangent des données compromises, Indra est déjà connu pour ses outils de scrapping automatisés. Il semble maîtriser des scripts Python qui permettent d'extraire en masse des données, Informations depuis des interfaces programmatiques exposées ou mal configurées. Sa motivation profonde découle d'une vendetta personnelle. Il reproche aux autorités françaises d'avoir démantelé certains réseaux cybercriminels qui lui étaient affiliés, ou en tout cas qu'il soutenait. Cette rancune l'incite à cibler en priorité des entités gouvernementales françaises, à la fois pour attirer l'attention et pour nuire directement à l'institution qu'il considère comme responsable de certaines arrestations. Le fil de discussion sur Breach Forums, que les enquêteurs consultent via des comptes infiltrés, indique également qu'Indra dispose d'une communauté de petites mains. Certains internautes lui fournissent, à l'occasion, des adresses IP vulnérables ou l'aident à configurer ses scripts d'automatisation. Il prétend posséder des bases de données provenant d'organisations variées, ce qui n'a pas toujours été formellement prouvé dans le passé, mais qui alimente la crainte que les volumes de données revendiqués soient gigantesques. À ce stade, les équipes techniques du ministère décident de renforcer la surveillance de toutes les connexions, forçant des réinitialisations de mots de passe à l'échelle de multiples services liés à Exchange. Elles implémentent rapidement un audit interne, qui vise à déterminer quel degré d'accès est nécessaire pour l'ensemble des collaborateurs et quelles permissions doivent être révoquées. Elle déploie en urgence un système de blocage de sessions persistantes, de manière à exiger de nouvelles authentifications pour chaque application concernée. Dans le même élan, elles annulent également les partages réseau susceptibles de fournir un tremplin vers d'autres serveurs confidentiels. Elles isolent les machines suspectées d'avoir été impliquées afin de laisser place à une analyse forensique minutieuse. C'est justement dans le cadre de cette analyse qu'apparaissent les premiers éléments concrets permettant de remonter à un jeune de 22 ans. Les spécialistes du numérique établissent des corrélations entre certaines adresses IP répétées dans les logs d'accès illégitimes et des traces repérées dans des métadonnées de fichiers uploadés sur Breach Forums. Des comparaisons sont opérées pour voir si l'auteur d'un post revendiquant cette intrusion partage des points communs avec les logs capturés. Dans certains cas, même un simple fuseau horaire ou un pattern d'activité peut constituer un indice précieux. En recoupant ces données, les enquêteurs suspectent fortement un individu précis qui, malgré sa relative jeunesse, dispose d'expertise reconnue dans la manipulation de scripts Python et l'optimisation d'opérations de scrapping. Il lui attribue également une connaissance suffisante des environnements Exchange pour comprendre comment contourner les protection logs. Les investigations montrent qu'il aurait exécuté des requêtes SQL injectées sur des serveurs internes, dans l'espoir d'obtenir des informations supplémentaires qui ne se trouvent pas dans la simple boîte mail de l'administrateur compromis. L'un des fichiers journaux extraits d'une station de travail compromise met en évidence l'exécution d'un export CSV manuel, ce qui indique qu'il souhaitait vraisemblablement emporter un volume de données plus structuré. Les traces laissent penser qu'il s'est focalisé sur des systèmes critiques, tout en restant prudent pour ne pas trop éveiller de soupçons. Les enquêteurs identifient également des indices suggérant que l'attaquant a opéré une collecte ciblée plutôt qu'un siphonnage massif, car la durée de présence sur le réseau demeure limitée et les patterns d'exfiltration constatés portent sur des lots de quelques mégaoctets à la fois, plutôt que sur un transfert massif. Les autorités, mettant tous ces éléments bout à bout, remontent la piste menant à l'individu. Elles recourent à diverses techniques légales pour localiser le suspect, potentiellement en exigeant des logs supplémentaires d'autres plateformes qui croisent des informations d'authentification multiples. Quand le suspect est placé sous surveillance, un recoupement d'indices confirme que son PC personnel affiche les mêmes outils que ceux retrouvés dans l'infrastructure du ministère, notamment des scripts d'automatisation destinés à tester des mots de passe sur plusieurs comptes à la suite. Dans le cadre d'une coopération internationale, les enquêteurs partagent également des indices avec des partenaires étrangers, puisque les connexions semblent parfois passer par des nœuds hors du territoire. Les entités spécialisées confirment que le nom d'Indra circule depuis plusieurs mois sur divers canaux. Les fuites apparentes revendiquées par ce pseudonyme concernent en grande partie des institutions liées à l'ordre public,
ce qui nourrit plus encore l'hypothèse de représailles ciblées. Durant cette période, le ministère s'emploie à reconstituer précisément l'enchaînement technique qui a permis l'intrusion initiale. Les ingénieurs repassent en revue la totalité des emails échangés par les administrateurs pour déterminer à quel moment exact l'un d'eux a communiqué ses identifiants non chiffrés. Ils découvrent qu'un message, portant une mention anodine dans l'objet et destiné à un collègue, contenait des informations critiques. L'assaillant a pu s'en emparer, soit par interception via un accès initial à un compte moins protégé, soit en fouillant des archives le boîte mail. Dès lors qu'il possède le sésame, il exploite la tendance répandue à réutiliser les mêmes mots de passe sur plusieurs segments du système. Cette réutilisation demeure un problème récurrent, car même dans un contexte hautement sensible, il est difficile de faire respecter des règles de complexité et de différence radicale pour chaque service. L'attaquant n'a donc pas besoin de déchiffrer quoi que ce soit. Il se contente de tester la combinaison déjà valide sur la suite de services SSO reliés à la messagerie. Il obtient ainsi une passerelle vers une application métier hébergée en interne, qui gère une partie des procédures administratives et qui, par laxisme ou manque de ressources, n'exige pas un second facteur d'authentification. En l'absence de MFA, l'intrus peut se connecter librement et récupérer des informations internes tout en cherchant à escalader ses privilèges. Pour trouver la passerelle idéale, il parcourt divers courriels où sont mentionnées des instructions techniques, notamment des étapes de connexion à distance ou des chemins de réseau. Son script automatisé relève chaque occurrence de termes comme mot de passe, compte administrateur, authentification ou accès interne. Dès qu'une correspondance se présente, l'outil enregistre la ligne pertinente et l'attaquant va ensuite la vérifier manuellement. Cette méthode, couplée à des recherches intensives sur des portails internes, lui permet de comprendre la topologie du système réseau et d'identifier rapidement les serveurs qui pourraient stocker des informations sensibles. L'analyse forensique révèle également que l'attaquant a utilisé, à un moment donné, un script Python conçu pour itérer sur un ensemble de mots de passe extraits d'un précédent piratage. Il semble en effet que la liste d'identifiants compromettant le compte admis ait été complétée par des combinaisons de noms d'utilisateurs et mots de passe issus d'autres bases de données. Les équipes de sécurité retrouvent, dans les journaux d'accès, la trace de multiples tentatives de connexion rapprochées, dont beaucoup échouent avant qu'une correspondance ne soit trouvée. Sur un plan purement technique, Indra ne se contente pas d'exploiter la faille humaine au début. Il s'appuie sur toutes les mauvaises configurations qui subsistent. Les partages réseau ouverts, généralement hérités de configurations trop souples, sont une mine d'or pour un intrus, car ils permettent de récupérer sans difficulté des fichiers contenant parfois des documents confidentiels ou des scripts administratifs non chiffrés. Ainsi, rien ne sert à l'attaquant de faire appel à un exploit sophistiqué s'il peut déjà accéder à ces documents avec les droits d'un utilisateur légitime via des partages publics. Selon la chronologie reconstituée, cette propagation se déroule en l'espace de quelques jours, le temps que les analystes de la sécurité fassent le lien entre les premières connexions illégitimes et la présence effective d'un intrus plus expérimenté qu'un simple amateur. Les logs révèlent qu'un pic d'activité a lieu particulièrement lorsque les équipes du SOC sont moins nombreuses, par exemple le week-end ou tard dans la soirée, ce qui indique une connaissance minimale du rythme de travail au ministère et une volonté de passer inaperçu. Pendant que le SOC met en place des contre-mesures, l'assaillant tente de se couvrir en effaçant ou en modifiant certains journaux. Toutefois, dans les systèmes Exchange et Splunk, les mécanismes de sécurisation des logs limitent ces manipulations et conservent des entrées qui peuvent être reconstituées a posteriori. Les experts constatent ainsi des tentatives avortées de suppression de logs, ce qui confirme des manœuvres de dissimulation. Entre-temps, la piste autour d'Indra se précise de plus en plus. Certains membres de Bridge Forum mentionnent avoir vu passer des captures d'écran d'une interface de messagerie gouvernementale française publiée à titre de provocation. De confidentialité en message privé, la rumeur s'étend. L'attaquant montrerait des éléments tangibles pour prouver son accès, tout en promettant des divulgations futures. L'existence d'une vendetta explique la surexposition médiatique qu'il recherche. Loin d'être discret, il veut que cette intrusion se sache et qu'elle frappe la réputation du ministère visé. Grâce à la collaboration entre les équipes internes et des organismes chargés de la cyberdéfense, la situation se stabilise lorsque la capture ou la mise en cause du jeune de 22 ans s'approche. Les enquêteurs présentent des preuves jugées suffisantes pour une arrestation et procèdent à la saisie de son matériel informatique. Les experts en criminalistique numérique analysent ses disques durs
cherchant des échantillons de script Python, des enregistrements de sessions ou des fragments de données gouvernementales. Ils cherchent également à démontrer les liens entre le pseudonyme Indra et la véritable identité du suspect. Enfin, à mesure que progresse l'enquête, les administrateurs du ministère engagent une campagne drastique de renforcement de mots de passe, de formation des agents et d'introduction de l'authentification multifacteur obligatoire pour éviter que ce type d'attaque ne se reproduise. Les logs Exchange, couplés à une surveillance raffinée, ont donc permis de découvrir cette intrusion relativement rapidement, mais l'audition et l'arrestation en cours soulignent la complexité à obtenir toutes les preuves techniques et légales dans ce genre de dossier. L'intrusion naît d'une banale faute interne, met cependant en lumière la fragilité persistante d'infrastructures critiques face à un attaquant motivé et méthodique. L'importance d'une supervision des logs et d'une réactivité instantanée apparaît désormais comme un pilier fondamental de la cybersécurité dans les institutions clés. Les enregistrements du TAJ, qui est le traitement d'antécédents judiciaires en France, font aujourd'hui l'objet d'un accès non autorisé suffisamment précis pour permettre à des individus mal intentionnés de consulter des informations internes. Les données présentes dans ce système comprennent non seulement des adresses ou des coordonnées de personnes, mais aussi des numéros d'identification nationale appelés NIR, des photos liées à des procédures judiciaires en cours ou passées, ainsi que des notes d'enquête qui résument parfois le contexte d'une affaire en cours. Les bases de données du TAJ se trouvent dans des environnements Oracle, ce qui donne à l'attaquant la possibilité d'effectuer des requêtes structurées pour récupérer des enregistrements de manière ciblée. On observe néanmoins que l'exfiltration elle-même se limite à un volume plutôt restreint, estimé à seulement une cinquantaine de fiches consultées et potentiellement téléchargées, alors que l'ensemble de la base s'élève à près de 17 millions d'entrées. Aujourd'hui, il apparaît que les individus à l'origine de la compromission se concentrent sur des profils précis, peut-être pour obtenir des informations concernant des personnes considérées comme stratégiques, ou bien pour démontrer qu'un accès direct est possible. Les données visibles comprennent des champs relativement sensibles, comme les identifiants administratifs ou les détails d'enquête, et la présence de photos reliées aux fiches crée un risque supplémentaire de reconnaissance et d'atteinte à la vie privée. Malgré ce qui se présente comme une intrusion réussie dans le périmètre de ces serveurs, les preuves actuelles montrent que l'acteur malveillant ne procède pas à un dump massif ni à un téléchargement intégral des bases. Il semble plutôt mener des recherches ad hoc sur certaines cibles, utilisant des filtres précis comme un nom, un prénom ou une date particulière pour vérifier l'existence d'un casier, d'un historique ou d'une indication sur les enquêtes passées. L'analyse des logs, menée du côté des administrateurs, révèle de simples requêtes structurées qui ne laissent pas supposer un siphonnage complet de la table principale. Les experts constatent aussi que la consultation se fait via une interface web interne prévue pour les agents habilités, mais désormais infiltrée par un compte frauduleux. Les contrôles d'audit révèlent que ces connexions aboutissent à quelques captures d'écran ou à l'extraction de fichiers potentiellement convertis en format standard avant d'être exportés. Les autorités confirment que la faille est en cours de colmatage, tout en restant prudente quant à la quantité exacte de données parties à l'extérieur. En parallèle, l'attaquant parvient également à explorer le FPR, c'est-à-dire le fichier des personnes recherchées, hébergé sur un environnement Microsoft SQL Server distinct. Il s'agit d'une base importante où figurent, entre autres, les fameuses fiches S, qui représentent un statut de surveillance ou d'alerte à l'encontre d'individus considérés comme potentiellement dangereux ou impliqués dans des activités criminelles ou terroristes. Lorsque l'attaquant lance des requêtes directes sur ce FPR, il cible des informations sur la géolocalisation approximative de certaines personnes, leurs affiliations possibles à des groupuscules ou des mouvements, ainsi que des renseignements portant sur leurs antécédents. L'exploitation de ces entrées peut fournir un avantage pour quiconque souhaite identifier les trajets, les fréquentations ou la progression d'un individu dans des réseaux criminels. Dans les journaux d'accès, on voit que l'acteur insère des filtres spécifiques, par exemple le nom d'une personne, un alias, des plages de dates concernant son passif judiciaire ou d'éventuelles activités suspectes sur une période donnée. Les administrateurs soulignent qu'ils ne relèvent pas encore de signes tangibles indiquant une extraction massive ou un script automatisé visant à tout récupérer. Les indices techniques pointent vers un comportement de recherche ciblé, bien que, de l'extérieur,
la frontière soit parfois floue entre une simple consultation et un vol de données plus furtif. Les logs laissent entendre que le volume des champs consultés, dans ce FPR, demeure circonscrit à quelques dizaines de fiches, essentiellement des individus classés S ou en lien avec des profils recherchés pour infractions spécifiques. Malgré cette apparente faiblesse dans le volume des fuites réelles, un individu utilisant le pseudonyme Indra publie sur Breach Forums une revendication consistant à annoncer un vol de données massive, chiffré à environ 16,4 millions de profils. Cette revendication inclut des affirmations selon lesquelles il existerait un croisement avec plusieurs autres bases, appartenant par exemple à la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, ou encore à la CAF, la Caisse d'Allocation Familiale, ce qui permettrait de disposer d'informations fiscales, d'éléments relatifs aux allocations ou à la situation financière d'un foyer, et même d'historique de déclaration d'impôts. Dans ces messages, Indra affirme être en mesure de procéder à des recoupements, montrant ainsi une volonté de cartographier en détail des citoyens identifiés dans les fichiers du ministère de l'Intérieur. Cette allégation, selon laquelle des millions de fiches se trouvent déjà en danger, circule activement dans les communautés cybercriminelles, mais elle est formellement démentie par le ministère, qui souligne que les preuves logiques recueillies n'établissent aucune extraction massive. D'après des représentants officiels, seules quelques dizaines de dossiers auraient été visionnés lors de consultations suspectes et aucun transfert massif ne ressort dans l'analyse détaillée des flux sortants. Les administrateurs du réseau reproduisent les logs pour prouver qu'il n'y a pas eu de trafic suffisamment important qui correspondent à plusieurs gigaoctets de données, comme on s'y attendrait dans le cas d'un export total de millions de lignes. Cette contradiction entre la version d'Indra et celle du ministère alimente les débats sur Breach Forums, certains internautes considérant que l'attaquant bluffe et d'autres suspectant une dissimulation de la part des autorités pour préserver l'ordre public. La question de la nature exacte des informations dérobées ou simplement consultées reste au cœur des inquiétudes. Au niveau technique, on relève que certains comptes de messagerie associés aux serveurs internes renferment des mots de passe secondaires et que ces identifiants figurent parfois dans des tableaux non chiffrés au sein des bases internes. Dans les fragments publiés sur le forum, on identifie des hashes de mots de passe qui ne semblent pas salés, autrement dit, ils sont vulnérables à un processus de déchiffrement par force brute si des ressources suffisantes sont allouées. Par ailleurs, des historiques judiciaires, prenant la forme de textes bruts, font partie des éléments mis en avant, montrant potentiellement des extraits de casiers, des procédures ouvertes ou des notes opérationnelles. L'une des fuites les plus sensibles concerne les fameux profils XML de surveillance, qui décrivent parfois de façon détaillée les liens entre certains individus et des organisations, ainsi que les hypothèses qui pèsent sur leurs activités. Ces fichiers, générés dans des formats structurés, offrent un aperçu synthétique des analyses menées par les forces de l'ordre et peuvent constituer un atout précieux pour quiconque veut connaître le niveau d'attention porté à un suspect. Sur Breach Forums, Indra insiste aussi sur la présence de documents prouvant que certaines données ont été extraites, publiant à l'appui de son argumentation diverses captures d'écran au format PNG. Il recouvre parfois ces images d'annotation ou d'encadrés, mettant en évidence les colonnes jugées intéressantes, par exemple celles contenant des adresses, des coordonnées bancaires liées au versement d'allocations ou des métadonnées internes mentionnant l'origine précise de la requête. En revanche, jusqu'à présent, aucun lien de téléchargement menant à un dataset complet n'est disponible publiquement, ce qui alimente la spéculation sur la compatibilité entre l'ampleur de la fuite clamée et les preuves relativement limitées. Certains essaient de lire entre les lignes, suggérant qu'Indra détient peut-être davantage d'informations qu'il ne l'indique et qu'il compte les divulguer au compte-gouttes pour faire monter les enchères ou pour négocier avec des parties intéressées. Au niveau des outils utilisés pour diffuser et masquer les données, l'attaquant semble miser sur quelques pratiques classiques du milieu cybercriminel. D'après des échanges sur le forum, ExifTool est employé pour enlever ou truquer les métadonnées contenues dans les captures d'écran et autres fichiers, ce qui rend plus difficile l'identification de la source ou de l'appareil qui génère ces documents de preuve. Indra explique aussi qu'il manipule ponctuellement les horodatages pour brouiller toute corrélation éventuelle entre la date de la consultation illicite des bases et la date de publication des preuves. De cette manière,
les investigateurs ne peuvent pas simplement examiner la chronologie des événements pour conclure à quelle période précise un accès non autorisé aurait permis la récupération des données. Il faut aussi noter que les extraits partagés contiennent des informations parfois partielles, comme des numéros d'immatriculation fiscale tronqués ou des IBAN masqués après un certain nombre de chiffres. L'attaquant semble jouer sur l'ambiguïté, montrant juste assez d'éléments pour prouver ses dires, tout en dissimulant certains segments pour ne pas dévoiler toutes les informations ou pour ne pas entrer en contradiction flagrante avec l'absence supposée de dump complet. Cette stratégie de publication par bribes entretient la tension dans la communauté, où certains utilisateurs demandent des preuves plus concrètes de l'ampleur des données, tandis que d'autres prétendent déjà avoir vu circuler des extraits plus conséquents en privé. Dans le versant souterrain du dark web, on ne constate pas pour l'instant de fragmentation du dataset sur les marchés illégaux habituels. Habituellement, dans ce genre d'affaires, un attaquant cherchant à monétiser rapidement des données sensibles préfère les mettre en vente sur des plateformes comme Empire, Dread ou d'autres forums plus confidentiels. Ici, on ne trouve pas de torrent référencé, ni de lien méga explicite proposant le téléchargement de millions d'entrées. Cela suggère que la fuite ne circule pas encore sous forme d'archives massives prêtes à l'emploi, du moins pas de manière publique. Certains pensent que l'attaquant teste peut-être le terrain avant de mettre en vente ces informations à des groupes plus organisés, passant ainsi par un canal restreint et privé pour en tirer davantage de profit. D'autres y voient la preuve que les données volées ne sont pas si volumineuses et qu'il est plus rentable pour Indra de continuer à faire planer le doute, tout en teasant des extraits pour attirer l'attention. Les offres habituelles relatives aux informations gouvernementales françaises sur des forums de type Breach Forum sont souvent examinées par une multitude de passionnés du piratage, mais aussi par des cybercriminels cherchant à croiser ces données avec des listings existants. L'absence d'un gros lot téléchargeable semble, pour l'heure, limiter le risque d'une campagne de phishing à large échelle, car la propagation de données massives constitue le principal vecteur de démultiplication des arnaques ou des escroqueries. Toutefois, même en l'état, des identifiants ou des informations sensibles sur quelques dizaines de particuliers peuvent alimenter des attaques ciblées, comme des emails de chantage ou des tentatives d'usurpation d'identité, notamment si les données contiennent des coordonnées bancaires ou des informations de connexion associées à d'autres services. Du point de vue purement technique, les éléments déjà partagés laissent croire qu'il existe un chevauchement potentiel entre les informations des différents organismes, ce qui accroît la sensibilité de la fuite. Si l'attaquant allègue avoir fait des croisements avec des bases relevant de la DGFiP ou de la CAF, c'est qu'il sous-entend l'obtention d'une forme de profilage global d'individus recensés dans le TAJ. Il peut alors assembler des éléments disparates, comme des montants d'allocation, des données de déclaration fiscale, puis consolider tout cela avec les dossiers judiciaires et les notes d'enquête. Cette forme de consolidation transversale inquiète les experts, car elle fait peser un risque important sur la vie privée. La plupart des agences gouvernementales françaises, même si elles échangent parfois des données, ne disposent pas d'un guichet unique de consultation, précisément pour éviter qu'un seul compte compromis ne donne accès à l'intégralité des bases. Toutefois, dans le scénario décrit par Indra, on craint que plusieurs accès distincts aient été chaînés et que le maître de l'attaque sache assembler un puzzle complet dans ses archives personnelles avant même de le mettre en vente. L'absence de preuves tangibles émanant des serveurs de log, prouvant l'exfiltration de millions de lignes, rassure toutefois partiellement les autorités. Elles s'appuient sur leur monitoring pour affirmer que s'il y a eu vol, il est limité aux quelques dizaines de personnes déjà identifiées dans la liste des requêtes suspectes. L'attention se tourne également vers la question des mots de passe et des partages de fichiers internes exposés. On découvre que certains fragments contiennent des résumés d'affaires sous la forme de documents textes, parfois simples, qui mentionnent des informations très précises sur un suspect ou un témoin. On voit, dans les captures partagées, des échangés entre des services d'enquête, des listes d'adresses IP potentiellement liées à un individu, ou encore des informations sur des perquisitions passées. Ces contenus, même s'ils ne touchent pas la totalité de la base, peuvent suffire à causer un préjudice majeur à un petit groupe de personnes, surtout lorsque des données personnelles sensibles se retrouvent associées à des activités ou des origines criminelles supposées. Le ministère martèle, dans son communiqué, que l'attaquant exagère la portée de l'opération pour acquérir une aura de notoriété sur les milieux de la cybercriminalité, et que la réalité se limite finalement à un incident sous contrôle. Indra, de son côté,
garde le silence sur d'éventuels documents plus volumineux, alimentant l'incertitude. Les spécialistes du renseignement informatique interrogent également la validité des chiffres avancés par l'attaquant, puisqu'il est techniquement facile d'annoncer posséder des millions de fiches pour impressionner ou faire monter les enchères. Pour l'instant, aucune preuve concrète ne confirme la disponibilité de ces 16,4 millions de profils et aucune fuite secondaire ne vient appuyer le scénario d'un téléchargement massif. La crainte, dans l'immédiat, réside plutôt dans l'utilisation de ces quelques données bel et bien volées pour des attaques plus élaborées. Si Indra, ou un acheteur tiers, décide de cibler systématiquement des personnes figurant sur les listes officielles, il existe un risque réel que ces individus subissent du chantage ou des menaces visant à révéler leur implication dans tel ou tel dossier. Pour le grand public, la sécurisation d'éléments comme le NIR ou les coordonnées bancaires représente une priorité afin de prévenir toute fraude. Tandis que certains chercheurs en cybersécurité regardent avec prudence le contenu divulgué, ils estiment que les PNG postés sur Breach Forums ne montrent qu'une partie d'ensemble plus substantielle, qui reste à ce jour invisible. Les rumeurs courent à propos de discussions privées entre Indra et d'éventuels acheteurs, où des extraits plus exhaustifs pourraient être échangés. Néanmoins, dans la sphère criminelle, on ne constate aucune mise à disposition généralisée. Certains internautes demandent un lien de test ou une sample database pour vérifier l'authenticité des données, mais Indra demeure évasif, alimentant un climat de suspicion. En conclusion, même si l'ampleur exacte de l'exfiltration reste à prouver, il existe bel et bien une divulgation partielle de fiches contenant des informations confidentielles, ce qui met en lumière la vulnérabilité des interfaces web internes et la nécessité de mieux cloisonner l'accès à des données jugées critiques. Les autorités travaillent donc d'arrache-pied pour analyser comment les recherches ont été effectuées et quelles métadonnées ont été altérées, espérant ainsi retracer la chronologie de cette fuite et en dresser les limites réelles, tout en prenant au sérieux la menace d'un usage potentiellement malveillant de ces fragments de données. Les personnes dont les informations apparaissent dans le traitement des antécédents judiciaires, souvent abrégé TAJ, se retrouvent aujourd'hui exposées à des risques techniques et psychologiques qui suscitent l'inquiétude de nombreux observateurs, y compris ceux qui ne connaissent pas précisément le fonctionnement de ce système. Le TAJ, qui centralise des données sur des enquêtes et des profils judiciaires dans un environnement numérique supervisé par les autorités françaises, contient une multitude d'éléments sensibles, parmi lesquels figurent des informations d'état civil, des NIR, des adresses postales et parfois des notes confidentielles relatives à des enquêtes en cours. Lorsqu'une intrusion permet la fuite de ces données ou leur visualisation non autorisée, le risque le plus évident concerne l'éventuelle usurpation d'identité. Un attaquant qui met la main sur un NIR et sur des coordonnées personnelles peut en effet concevoir, grâce à divers scripts automatisés accessibles sur certains forums en ligne, de faux documents convaincants, comme des justificatifs de domicile ou des pièces administratives altérées, qu'il est ensuite possible de soumettre à des organismes de crédit ou d'assurance sans éveiller de soupçons immédiats. Cette pratique ouvre la voie à des fraudes bancaires au détriment des particuliers, dont le compte en banque peut subir un préjudice réel. Si par exemple un prêt est contracté à leur nom ou si une commande onéreuse est passée à crédit auprès d'un fournisseur peu vigilant. En parallèle, toute mention d'antécédents judiciaires figurant dans le TAJ peut conduire à des conséquences plus subtiles, mais potentiellement tout aussi graves pour un individu ordinaire. Imaginons la situation d'une personne qui a fait l'objet d'une enquête de police dans le passé, sans qu'aucune suite n'ait été donnée. Si cette trace apparaît encore dans la base, sa divulgation à un employeur potentiel peut générer des discriminations injustifiées et freiner l'accès à un poste de travail. Les renseignements glanés dans ces archives peuvent parfois être sortis de leur contexte, donnant à croire, de manière trompeuse, que la personne est toujours sous le coup d'une procédure ou qu'elle demeure un suspect dans une affaire sensible. Cette confusion, si elle est répétée ou amplifiée par des outils de vérification en ligne, nuit considérablement à la réputation d'un individu qui ignore même que des données erronées circulent à son sujet. Dans un contexte international, où le fonctionnement du TAJ est peu connu hors des frontières françaises, il est important de souligner qu'il s'agit d'un fichier administratif qui recense différentes catégories de personnes, des mises en cause, des victimes, mais aussi des individus simplement entendus à titre de témoins. Le terme « antécédent judiciaire » peut donc apparaître trompeur aux yeux d'un public
qui attribue parfois à chaque individu fiché un statut criminel, alors qu'une inscription dans le TAJ ne prouve pas nécessairement une culpabilité. Pourtant, en cas de fuite de données, un tiers malveillant ou même un simple curieux peut extraire une partie de ces historiques grâce à des techniques d'automatisation, ouvrant la porte à des amalgames dommageables. En parallèle, les personnes mentionnées dans le fichier des personnes recherchées sont directement confrontées à d'autres menaces, en particulier si elles font l'objet d'une fiche S. Les fiches S désignent des signaux associés à la sûreté de l'État ou à des soupçons de radicalisation, ce qui alimente la curiosité de certains hackers cherchant à dévoiler au grand jour des informations confidentielles concernant ces profils réputés sensibles. Les données recensées dans le FPR incluent souvent des numéros de téléphone, des habitudes de déplacement ou encore des affiliations censées demeurer secrètes. Quand un attaquant parvient à pister ce genre d'informations, il lui devient plus facile de procéder à du doxing, c'est-à-dire la divulgation ciblée d'éléments personnels sur des canaux publics ou semi-publics, assurant une large diffusion aux coordonnées d'une cible. Cette publication peut pousser certains groupes adverses, comme des individus animés par des motivations politiques ou par la volonté d'exercer une pression psychologique, à harceler la personne visée, voire à la confronter physiquement. Les fiches S et les données connexes ont par conséquent un potentiel explosif en termes de menaces sur la vie privée, car elles sortent de l'ombre des profils qui préféreraient sans doute rester invisibles et accentuent les tensions autour de problématiques de sécurité intérieure. Aux yeux d'un public étranger peu habitué à ce type de fichiers, la simple évocation d'une carte de surveillance nationale peut susciter une curiosité particulière, d'autant plus si les informations fuitées font état d'associations, de déplacements ou de convictions religieuses. Cette mise à nu, lorsqu'elle se retrouve exposée sur des forums spécialisés ou des plateformes illégales, peut générer un risque de stigmatisation et de cyberharcèlement de grande ampleur, sans qu'un contrôle soit aisément envisageable. L'utilisateur lambda, qui ne se doute pas que son passage dans une base de données puisse présenter un quelconque intérêt, réalise alors l'ampleur des conséquences potentielles lorsqu'il constate qu'un attaquant peut analyser et recouper les moindres détails de son parcours personnel. Dans les cas où les individus concernés perçoivent soudain des tentatives d'approche suspicieuses, ils sont souvent démunis pour répliquer ou pour prouver la malveillance en jeu. La perspective s'élargit encore quand on sait que certains éléments présents dans les captures d'écran ou dans les bases croisées incluent parfois des données issues de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui verse des prestations sociales à un large éventail de ménages français. Une simple mention d'un IBAN, c'est-à-dire le numéro de compte bancaire international servant au virement et domiciliation, peut constituer un point de départ pour des criminels cherchant à élaborer une fraude ciblée. Dans les screenshots partagés par des individus se revendiquant d'Indra ou d'autres pseudonymes actifs au sein de communautés clandestines, on repère parfois des montants d'allocation ou des sommes perçues mensuellement, ce qui suggère qu'un attaquant peut évaluer la situation financière d'une victime potentielle et décider si elle représente une cible rentable pour un vol ou une arnaque par ingénierie sociale. Cette dernière technique, appelée social engineering en anglais, consiste à manipuler la personne visée pour qu'elle communique volontairement des données complémentaires en se faisant passer pour un interlocuteur légitime. La fuite d'un simple IBAN ne suffit pas toujours à effectuer des prélèvements, mais elle peut alimenter un scénario frauduleux où l'escroc se fait passer pour un conseiller bancaire ou un agent de la CAF, sachant exactement combien la victime perçoit et à quelle échéance. Il arrive que certains malfaiteurs envoient ensuite des courriers électroniques ou des messages sur les réseaux sociaux truffés de détails crédibles, exhortant la victime à régulariser sa situation ou à mettre à jour son dossier, ce qui pousse parfois les personnes les plus vulnérables à communiquer leurs informations de connexion ou à valider un transfert d'argent. Les perspectives d'évolution de cette situation demeurent incertaines, car il est difficile d'évaluer avec précision l'ampleur de la fuite dont se vante le pseudonyme Indra ou les affiliés prétendant avoir extrait des millions d'enregistrements. Le ministère, lui, minimise les faits, affirmant que seules quelques dizaines de lignes ou de fiches ont été consultées de manière illicite et qu'aucune preuve concrète ne vient appuyer l'hypothèse d'une exfiltration massive. Pourtant, la crainte d'une divulgation plus large et progressive reste présente, puisque des forums comme Bridge Forums hébergent parfois des discussions où des participants disent détenir des gigaoctets de données à mettre en vente ou à publier en libre accès. Le fait de ne pas voir de torrent existant
ni de lien méga circulant, ni une publication sur les marchés illégaux les plus populaires ne prouvent pas formellement l'inexistence d'un dump complet. Cela indique plutôt que les assaillants, s'ils possèdent vraiment un gros volume de données, n'ont pas encore choisi de le diffuser également. Grande échelle. Peut-être pour mieux négocier leur butin ou pour exercer un chantage discret. Dans ces conditions, l'utilisateur moyen qui se retrouve potentiellement fiché dans le TAJ ou qui figure au FPR est plongé dans une ambiance de doute. Ces informations figurent-elles parmi celles qui ont été visualisées ou copiées? Un hacker a-t-il déjà croisé son nom et son adresse dans un bloc de données? Cette incertitude prolongée risque de créer une forme de stress permanent, surtout pour les individus qui ne maîtrisent pas les rudiments de la cybersécurité ou qui ne savent pas comment vérifier si leurs identifiants ont été compromis. Plusieurs organisations de défense de la vie privée rappellent alors l'importance de la vigilance, en recommandant aux personnes craignant une divulgation de renforcer leur mot de passe, de surveiller leur relevé bancaire et de prêter attention à toute correspondance suspecte. Sur un plan plus technique, les aspects de confidentialité mis en évidence ici soulignent l'importance d'une bonne hygiène numérique au sein des administrations. L'absence de MFA sur des comptes de messagerie, jointe à la configuration insuffisamment cloisonnée des réseaux, a rendu possible l'escalade de privilèges qui a précédé la fuite de données dans le TAJ et le FPR. Cette négligence peut paraître surprenante pour un service ministériel, mais elle illustre une réalité courante. La complexité des infrastructures informatiques et le nombre élevé de comptes d'utilisateurs finissent par multiplier les failles potentielles. Des mots de passe mal protégés, transmis en clair ou réutilisés sur plusieurs systèmes, ouvrent des brèches que des attaquants déterminés peuvent exploiter sans même avoir besoin d'une faille nouvelle ou d'un zero day. Les correctifs rapides, appelés patch, qui interrompent les sessions non autorisées et ferment les accès, limitent la fenêtre de tir d'un intrus. Néanmoins, même quelques jours ou quelques semaines de libre parcours dans un environnement sensible suffisent à accumuler des données volumineuses, à condition de procéder méthodiquement, notamment en établissant des scripts permettant d'interroger des bases internes ou de faire des exports CSV discrètement. Le fait de ne pas observer aujourd'hui de big dump en circulation ne signifie donc pas que les risques sont écartés, d'autant que certaines attaques intègrent un principe de persistance dans le temps. Les hackers conservent les fichiers exfiltrés et attendent un moment opportun pour les publier ou pour les revendre par petits lots, ce qui prolonge l'impact sur les personnes ciblées. Les conséquences se manifestent parfois longtemps après l'attaque initiale, lorsqu'une agence de recouvrement ou un opérateur de crédit contacte la victime pour exiger un remboursement dont elle ignore tout, mais qui provient d'un dossier de fraude monté, avec des données dérobées des mois plus tôt. Dans d'autres cas, c'est la révélation publique d'un vieux dossier tombé dans l'oubli qui ressurgit pour discréditer un individu ou pour le placer dans une position vulnérable. Il convient alors de considérer la dimension psychologique de l'atteinte à la vie privée. La diffusion ou la consultation illicite d'éléments figurant dans le TAJ ou le FPR renforce l'impression d'être surveillé, épié, et peut décourager des personnes de faire valoir leurs droits ou de coopérer avec les forces de l'ordre, de crainte de voir leurs informations personnelles rendues publiques ultérieurement. Les victimes potentielles s'interrogent également sur le sort de leurs données de santé ou de leurs historiques fiscaux, car un attaquant qui a déjà franchi les barrières d'un serveur de messagerie peut chercher à corréler les informations venues d'autres services administratifs, comme la DGFiP ou la CAF. Par exemple, si le hacker détient une copie d'un document prouvant la perception d'un revenu modeste et le rapproche d'un FPR mentionnant des déplacements à l'étranger, il est à même de concocter un récit cohérent pour manipuler l'utilisateur, l'inciter à payer une amende imaginaire, ou encore l'exposer auprès de proches ou d'employeurs sous un jour défavorable. Malgré l'inexistence de preuves formelles quant à l'exfiltration massive évoquée sur les forums, certains indices laissent entendre qu'il a pu y avoir téléchargement de morceaux de bases de données, voire de fiches S entières, partagées en capture d'écran. Les attaquants se targuent parfois d'utiliser des outils comme ExifTool pour effacer les métadonnées de ces fichiers avant de les poster en ligne, ce qui rend plus ardue la traque de l'origine précise de la fuite et des conditions dans lesquelles elle a été organisée. Les autorités insistent cependant sur l'idée que l'intrusion a été rapidement détectée grâce à des systèmes de surveillance des journaux de connexion, ce qui a permis de limiter la durée d'accès illégal et de mettre en œuvre une série de correctifs. Il est vrai qu'aujourd'hui,
Un paramétrage plus rigoureux des sessions et une authenticité plus robuste diminuent notablement les risques d'exfiltration. Mais la crainte fondamentale demeure. Tout contenu déjà duplicable dans l'environnement numérique peut potentiellement circuler de manière incontrôlée si une personne décide de le publier librement. Certains observateurs, notamment parmi les spécialistes internationaux de la cybersécurité, s'accordent à dire que ce genre d'incident met en lumière un besoin urgent de réexaminer la manière dont les données administratives sont stockées, indexées et protégées, et de renforcer la responsabilisation de chaque acteur, qu'il s'agisse de l'agent qui recommande des mesures de chiffrement, direction qui valide le déploiement d'une politique de MFA. En somme, les impacts sur les personnes concernées sont multiples. D'un côté, la diffusion potentielle de données sensibles, comme le NIR ou les antécédents judiciaires, et de l'autre, des perspectives d'attaques ciblées, de fraude bancaire, de discrimination professionnelle ou d'atteinte à la réputation. Les fiches S dans le FPR représentent un danger particulier, car elles peuvent aggraver le risque de harcèlement ou de doxing avec des conséquences qui s'étendent bien au-delà du cadre national et peuvent toucher tout individu mentionné. Le fait de voir émerger des captures d'écran portant sur les comptes CAF suscite aussi la crainte de techniques avancées de social engineering, où l'attaquant personnalise ses arnaques en s'appuyant sur des renseignements précis, comme le montant des allocations ou l'historique familial, trompant ainsi sa cible avec un réalisme troublant. Dans le même temps, les failles techniques révélées, notamment l'absence de segmentation réseau adéquate et de protection renforcée sur les comptes mail, invitent à réfléchir à une meilleure approche de la sécurité globale, en insistant sur la nécessité de correctifs plus rapides et d'un contrôle régulier des configurations. Les autorités tentent de rassurer en soulignant que l'attaque n'a pas duré longtemps et que les correctifs mis en place minimisent les risques d'exploitation ultérieure. Mais l'histoire récente montre que des groupes motivés peuvent revenir à la charge dès qu'ils repèrent la moindre opportunité. La présence de scripts automatisés, de solutions permettant de collecter des informations à grande échelle et de recouper des bases volumineuses augmente considérablement le potentiel de dommages pour un citoyen lambda, dont les informations personnelles peuvent être utilisées à son insu des mois plus tard. La transparence sur les mesures prises et sur la réalité du volume de données compromis reste toutefois cruciale pour rassurer les usagers, et l'absence de communication claire alimente bien souvent la méfiance et l'anxiété. Finalement, cette situation rappelle à quel point la sécurité informatique, en particulier dans les administrations exposées, ne doit pas être négligée. Dès lors qu'une brèche s'ouvre, la confidentialité de millions de personnes peut se retrouver menacée. Et si le hacker se contente au départ de tester des identifiants ou de récupérer des tokens de session, il peut en quelques jours accéder à des pans entiers du système d'information, rendant difficile une évaluation précise de la gravité des données exfiltrées. Dans un monde où les échanges d'informations se multiplient, la vigilance doit être renforcée et des mises à jour régulières doivent être appliquées, qu'on parle de serveurs internes, de bases de données ou de postes de travail connectés. Les retombées de cet incident pour les victimes concernées, qu'elles aient perdu la confidentialité d'un relevé bancaire, d'un numéro de sécurité sociale ou d'un historique judiciaire, rappellent que les dommages vont bien au-delà du simple vol de fichiers. C'est la sécurité, la sérénité et parfois la réputation des individus qui se retrouvent menacés sur le long terme sans que l'on sache toujours quand ni comment les informations volées réapparaîtront.